Bonjour chers internautes de Evidence TV, bienvenue à notre émission P2S, point sur un sujet saillant. Aujourd'hui nous recevons Georges Malou qui est le président du mouvement Les fidèles disciples du nationalisme panafricain. Les héritiers. Les héritiers. Oui. Georges Malou, comment allez-vous? Je vais très bien. Otep. Comment ça se passe? Ça se passe très bien. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet un peu délicat, oui, parce que les croyances au Sénégal sont divergentes. Et vous êtes l'un des symboles de ce fait. Une divergence absolue. Vous n'êtes... Non, avant de dire vous n'êtes, je vais vous laisser me dire qui est Georges Malou. Merci pour la question, Abdurrahman. Et j'en profite justement pour l'occasion de saluer tout le personnel de Evidence TV qui nous a invités aujourd'hui ici pour parler de notre projet politique, les fidèles disciples du nationalisme panafricain et les héritiers. Alors, qui je suis? Je suis, disons, un enfant du continent, d'accord, plus particulièrement ici au Sénégal. Et nous partageons ne serait-ce la même histoire, ne serait-ce la même conception de la vie. Et d'accord. Et à travers ça, et à travers notre livre, le manuel d'orientation, nous voulons justement montrer au peuple africain, au peuple sénégalais dans sa particularité, ce que nous voulons proposer comme projet politique. D'accord. Vous enseignez, j'ai cru comprendre que vous êtes enseignant. Oui. Dans quel domaine? Dans le privé, je suis enseignant professeur en histoire et géographie. Et vous êtes le fondateur du mouvement Les fidèles disciples du nationalisme panafricain et les héritiers. D'accord, disons, je suis l'initiateur même du projet. D'accord, j'ai travaillé depuis un certain temps, disons depuis 2017, suite à un séminaire que j'ai eu à bénéficier avec le Conseil national de la jeunesse du Sénégal, avec le concours justement de la fondation FEXDA. Je salue même de passage Madame Hélène, d'accord, c'est elle justement qui m'a fait bénéficier justement d'une formation beaucoup plus pointue sur les questions de politique. D'accord, sur les questions sociales, sur les questions économiques, sur les questions de bonne gouvernance et même aussi sur les questions par rapport maintenant aux droits humains et autres. C'est à partir de là que j'ai commencé à réfléchir maintenant sur la mise en place d'un projet politique. Au début, ce n'était pas FDNP, les fidèles disciples du nationalisme panafricain, mais c'est au fur et à mesure, disons, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, que j'ai réussi, ne serait-ce, d'accord, par le biais de certains amis, des professeurs que j'ai eu à côtoyer, d'accord, et à sortir ne serait-ce cette conception que j'ai, ne serait-ce du panafricanisme, tout en le donnant la conception politique, le nationalisme panafricain, en décrivant ce mouvement, les fidèles disciples du nationalisme panafricain. Mais vous parlez de nationalisme et de panafricanisme. C'est quoi la différence entre nationalisme et panafricanisme? Une très très belle question, c'est-à-dire, je dirais que c'est une question tellement pertinente. Alors, le nationalisme, on puise notre fondement sur l'identité culturelle de la personne. C'est important, d'accord? Les peuples s'identifient à travers leur culture, leurs mœurs, leurs us, la façon de voir et la conception qu'ils ont par rapport à leur milieu physique et à la métaphysique. D'accord. Cette question, je ne vais pas m'y aventurer beaucoup plus. Je pourrais le laisser peut-être aux philosophes, aux scientifiques ou bien aux questions sociales. Ce qu'il faudrait comprendre, les peuples s'identifient. On essaie maintenant de s'identifier à travers tout ce qu'on a pu connaître depuis, disons, le monde est montre, entre guillemets, d'accord, que vous ne me critiquez pas sur ce point, mais sachez que l'identité, c'est-à-dire l'identité culturelle, c'est ça qui prime pour tout peuple qui veut maintenant avoir un certain pouvoir, d'accord, à travers maintenant ses actions, à travers sa façon maintenant de rendre, en fait, de jouer ce qu'on appelle un rapport diplomatique avec les autres. C'est là où vient maintenant la notion de nationalisme. Notre nationalité prime. Et je ne parle pas de la nationalité sénégalaise, mais je parle de la nationalité africaine dans sa globalité, dans son intégralité. Maintenant, le panafricanisme, d'accord, vient renforcer ce concept d'identité, d'accord. Maintenant, quand on parle de panafricanisme, pour décortiquer un peu ce mot, ça veut dire quoi? Il y a pan qui veut dire tout,
Africanité, africanisme, qui veut dire l'idéologie des Africains. D'accord? Tous les Africains réunis dans un même concept. L'identité maintenant, ce nationalisme panafricain, maintenant, ça va devoir travailler à ce qu'on unifie pour qu'il soit homogène, j'ai bien dit, et je répète et je pèse bien mes mots, j'ai bien dit homogène, d'accord? Et qu'on pourra maintenant, d'accord, travailler dans une logique maintenant de nous montrer beaucoup plus pertinent sur la scène mondiale. Selon vous, qu'est-ce qui empêche Oui. que l'Afrique soit unie? Je n'ai pas fini. Oui. Parce que depuis très longtemps, on a entendu parler des gens qui se sont battus pour l'unification de l'Afrique. Il y a même des artistes qui ont chanté Africa Unite. Oui. Mais pourquoi l'Afrique n'est toujours pas unie? Alors, chaque personne, ou disons chaque entité, a sa réponse par rapport à cette question que je trouve encore très pertinente. Pourquoi l'Afrique n'a pas toujours réussi à s'unifier? Bien qu'il y a l'Union africaine qui est là. Alors, la question de fond d'abord, je vais essayer maintenant de le reposer autrement. C'est quoi le souci? Si nous avons des conceptions idéologiques, politiques, économiques, sociales et surtout culturelles qui diffèrent de notre paradigme avec qui on l'a partagé, tout en sachant que dans l'historicité du monde, nous étions les héritiers, c'est-à-dire nous avons hérité le monde. Nous avons hérité encore le monde. D'où le concept le plus connu que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais sauf qu'il y a des fondamentaux qu'on a délaissés. Il y a des fondamentaux qu'on a laissés au profit des choses qu'on ne comprend pas et qu'on n'arrive pas à assimiler, à maîtriser à travers notre façon de faire. Donc le problème majeur qui se pose, mon cher Abdoulaye, c'est quoi? C'est parce qu'on ne part pas à la source, c'est-à-dire on ne puise pas à la source pour l'unification de l'Afrique. Je m'explique encore en détail. Je trouve que la question, on peut rester sur la réponse, l'interaction sur cette question encore beaucoup plus longtemps. La question de fond qui devrait se poser, comment ça se fait que toi, tu m'excuses, je vais te tutoyer, toi qui es noir, moi qui suis noir, nous partageons le même continent, nous partageons la même nation, qui est le Sénégal, nous partageons la même histoire, qui se trouve que vous êtes musulman. Parce que je pense, avec votre nom, Abdourahmane, ça ne répond pas à ce qu'on appelle le nom authentique d'un Africain. Maintenant, sauf que le mot africain, ça cause problème. Moi qui suis Georges, ce n'est pas un nom qui répond à mes valeurs culturelles, sociales. Ça, c'est vrai. Je suis Mankan. Mais le nom, le prénom Georges ne répond pas à ces paradigmes. Donc, il y a un problème. Parce que tes croyances, ce que tu penses croire, d'accord, t'a été imposé. On peut en revenir. Comment ça a été imposé? C'est l'islam qui t'a été imposé à travers ce qu'on appelle le raja, à la force de l'épée à la main, qui a fait que nos ancêtres ont dû délaisser leur culture, leur façon de voir le monde pour adopter ce qui ne répond pas à leur paradigme. Encore une fois, je répète beaucoup plus ce nom, le paradigme, peut-être on va y revenir. Maintenant, moi qui suis catholique, peut-être, disons, chrétien, disons, de naissance, mais ça ne répond toujours pas à mes valeurs culturelles, sociales. Vous voyez un peu la chose. Donc voilà d'abord ce qui fait le problème de l'Afrique. Encore une fois, comment on peut scinder? Bon, il va falloir que j'évoque le passé, ou bien l'histoire, en 1886, avec la conférence de Berlin. C'est ce qu'on appelle la balkanisation de l'Afrique. On a été sous domination ou bien sous occupation occidentale, arabo-musulmane, et sur les puissances occidentales et autres, et consorts. On n'a pas su ne serait-ce développer une certaine logique de pouvoir prendre en main notre avenir. C'est ça qui a causé le fait qu'on a pu balkaniser l'Afrique, l'Afrique orientale, l'Afrique austale, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et j'en passe. Vous voulez dire diviser pour mieux régner, effectivement. Comment ça se fait que dans ce qu'on appelle ici le continent africain, qui jadis ne serait-ce à civiliser le monde à travers ses actes, on ne va même pas parler de la civilisation égyptienne.
il y a la civilisation numidienne, il y a la civilisation éthiopienne, il y a la civilisation béninoise, pour mes frères et sœurs béninoises qui m'entendent, béninois qui m'entendent autant pour moi. D'accord? On connaît l'épopée mandingue. D'accord? C'est une culture riche. Sundiata Keita. D'accord? Samori Touré, j'en passe. D'accord? Mais comment ça se fait qu'on dit qu'en Afrique, il y a des peuples lusophones, des peuples anglophones, des peuples francophones, germaniques peut-être on peut dire, et arabophones. Mais Jean, ça me fait rire. C'est le problème de l'unification en fait. D'abord, on ne se comprend pas déjà. Effectivement, c'est un réel problème. C'est un réel problème, je vous le concède. Et vous allez, en fait, vous allez justement convenir avec moi que sur ce point, j'ai bien dit que sur ce point, vous allez convenir avec moi que sur ce point, le fait qu'on n'a pas travaillé, on n'a pas su travailler sur les... sur ce qu'on a pu travailler dans... C'est ce qui peut nous renforcer en fait en tant que frères africains. Oui, je veux dire, en fait, nos ancêtres, sur quoi ils ont travaillé depuis tous ces temps, depuis des millénaires, avant qu'on nous parle de civilisation arabo-musulmane, judéo-chrétienne et autres. Mais on a eu des civilisations qui ont conquis le monde, mais de façon pacifique. Sauf que l'Afrique, il est pacifique. L'Africain, dans sa nature, il est pacifique. D'accord? Il s'est prôné ce qu'on appelle l'harmonie. D'où la loi Matt dont je te disais sur le livre, les 42 Justement, lois Matt. Je veux qu'on entre un peu dans votre manuel. Oui. Et je vous demanderai de me faire une brève explication de votre mouvement, les fidèles disciples du nationalisme panafricain. En fait, c'est quoi? Comme je disais à l'entame de mes propos, nous avons hérité ne serait-ce d'une civilisation authentique, d'accord, qui a humanisé le monde. Toutes les grandes civilisations ont puisé les connaissances, la source de leur savoir, j'ai bien dit, la source de leur savoir a été puisée en Afrique. En l'occurrence, en Égypte, dans leur particularité. Toutes les grandes civilisations, que ce soit la civilisation judéo-chrétienne, la civilisation arabo-musulmane, encore une fois, a puisé ses racines dans ce qu'on appelle la civilisation égyptienne. D'accord? Je m'explique. Il y a ce qu'on appelle les hiéroglyphes, sauf que c'est un mot vernaculaire qu'on utilise justement pour ne pas donner du sens à ce que nous appelons de façon authentique les Meddu Nedjer. Ce sont les paroles divines. Répétez encore une fois. Meddu Nedjer. Meddu Nedjer. Meddu Nedjer. Meddu Nedjer. Meddu Nedjer. D'accord? Ce qui veut dire les paroles divines. C'est l'écriture que vous dites hiéroglyphique dans les papiers administratifs et autres, mais sauf que tel n'est pas le cas. On nous fait savoir que Champollion a été le premier à déchiffrer. Mais non! Nous avons été les premiers à l'écrire, à le déchiffrer. C'est pas Champollion. Il ne les a pas découverts. Ou bien qu'on soit clair, c'est justement un locoderme, pas un homme blanc, un locoderme qui a découvert pour eux, les locodermes occidentaux, que ça soit encore très clair encore une fois, il les a découverts pour eux. D'accord, mais ça, c'est une richesse pour nous. Justement, maintenant, je reviens là-dessus. C'est-à-dire qu'ils l'ont découvert pour eux. Pour eux. Mais ils nous l'expliquent pour nous. Oui, comme Christophe Colomb, il a découvert l'Amérique, il a fait le tour du monde. Tout ça, on connaît Aboubakry II du Mali. C'est ça. D'accord. Alors, pour entrer en détail sur le manuel d'orientation, c'est un travail depuis 2017. D'accord. C'est un travail qui n'est pas encore achevé. D'accord. Nous comptons travailler là-dessus. D'accord. Avec des professeurs, des enseignants. D'accord. Des experts sur les questions politiques, économiques, sociales. Nous y discutons. C'est pas facile, d'accord. Mais ne serait-ce, nous avons réussi à mettre en place, disons, une ébauche, une esquisse qui va permettre d'avoir une certaine idée sur les questions. Ne serait-ce, vous l'avez déjà lu, le manuel d'orientation des fidèles disciples du nationalisme panafricain, les héritiers, s'articule sur 3 grands axes majeurs, d'accord. Le leadership, la politique et le projet civilisationnel kémite. Leadership, politique, le projet civilisationnel kémite. Maintenant, si je m'accentue seulement sur le leadership, alors, nous partons d'abord sur ce qu'on va appeler la charte constitutionnelle des 54. 54 quoi? 54 États-nations
d'Afrique. D'accord. Et sur ces 54 chartes constitutionnelles des 54 États, nous allons parler de la diplomatie et des institutions qu'il faudrait revoir, qui est important, la sécurité et la paix. Vous n'êtes pas sans savoir avec les questions du terrorisme et autres. Il y a le procès d'Addis Abeba qui est tout à fait pertinent dans la mesure où nous devons mettre sur la bande des accusés l'Europe dans sa globalité, pour ne pas dire l'Europe en tant que continent, mais l'Occident, d'accord, le monde arabo-musulman, qui de près ou de loin, tous ceux qui ont trait à l'esclavage. Il faut rappeler sur ce procès d'Addis Abeba, la question de l'esclavage n'a pas été traitée de fond. On nous targue avec les questions des droits humains, de respect des droits humains et autres. Mais non, on n'a pas touché la question de fond d'abord. Il va falloir que les arabo-musulmans nous expliquent qu'après 1200 années d'esclavage, ce qu'ils ont fait de nos ancêtres, 450 millions de morts, il n'y a aucune explication jusqu'à là-dessus. Non, on ne peut pas justement laisser le passé derrière nous et vouloir prétendre avoir un avenir ou bien prétendre construire une future meilleure. Ça, c'est impossible. J'ai bien dit encore une fois, c'est impossible. D'où maintenant la pertinence de ce point par rapport au procès d'Addis Abeba. Après, c'est la reddition des comptes. Je réponds à un ami, Victor Biaï. Il est étudiant en droit. On a discuté là-dessus sur ce point. Mais Georges, vous comptez faire quoi par rapport à la reddition des comptes? Vous comptez mettre au banc des accusés tous ceux qui ont trait de près ou de loin à l'esclavage? Oui, c'est ça la démarche. Mais il faut le comprendre autrement. Je ne suis pas spécialiste, encore une fois, ni expert en la question. Mais il va falloir maintenant, dans les rapports diplomatiques, qu'on essaie maintenant de mettre les points sur les i, la barre sur la tête. D'accord? Que si vous voulez qu'on continue, on va falloir maintenant, nous, de définir maintenant les paradigmes ou bien, disons, les axes sur lesquels on va devoir travailler. Avec les Occidentaux. Effectivement. Mais je veux que vous me répondez sur cette question, parce que vous dites dans votre manuel que la méconnaissance de soi-même mène à une ignorance de ses potentialités. Donc, vous pensez que l'Afrique est en retard du fait de la domination de l'Occident? Effectivement. Je pourrais même vous répondre en un seul mot. Si tu ne te connais pas, tu vas nulle part. Tu ne te connais pas, tu vas nulle part. Qu'on soit d'accord là-dessus. Je l'emploie en Wolof. C'est Platon, je pense, qui disait connais-toi toi-même, ou Socrate qui disait. D'accord. Je termine d'abord parce que sur le premier chapitre, parlons de leadership, il y a le dernier point concernant la géopolitique et la stratégie qui est tellement important sur les rapports que nous devons avoir avec le monde de l'extérieur. Et quand je parle de monde de l'extérieur, ce sont les autres continents. D'accord? Il y a aussi le deuxième point sur la politique. On va parler du modèle de développement qui est tellement important. Parce que là, nous suivons des modèles de développement qui ne répondent pas au paradigme, toujours au paradigme politique. Mais expliquez-moi d'abord. Oui. Ce fait. La méconnaissance de soi-même mène à une ignorance de ses potentialités. Expliquez-moi ce fait. Oui, Abdou, j'en reviens toujours. Je vous ai dit, j'emploie peut-être le mot Olof qui dit bo xamulé fi nga jógee doo xam fi ngay dem. D'accord? Tu sais pas d'où tu viens. Comment tu peux maintenant savoir d'où tu vas aller? Où tu vas aller autant pour moi. D'accord? Ici, là-dessus, il va falloir qu'on comprenne qui nous sommes, nous les Africains. C'est quoi notre histoire? Qu'est-ce que nous voulons? C'est-à-dire, c'était quoi le passé? C'est ça qui va nous permettre de nous projeter dans le futur. Mais ça sera difficile. Non, c'est pas difficile. C'est pas difficile. Parce que nous sommes un peuple sans écriture. Oui, mais c'est un travail qui se fait. J'essaie de faire quelque chose. D'accord? C'est ce qui pense que. C'est d'abord une ébauche, un début. D'accord? Pour un projet sur lequel nous pouvons travailler dans le long terme. D'accord? Qu'ils viennent. Je vais citer un des grands professeurs que je suis le plus souvent. Mbok Basso. Il a écrit sur la théorie de l'économie africaine. Il a écrit beaucoup sur l'africanité. Qu'on le suit après. J'invite beaucoup d'intellectuels à le suivre. Surtout sur là où il appelle à la théorisation, par exemple, des grandes idées africaines. D'accord. Il a l'habitude de défendre une chose.
qu'est-ce que toi, d'abord, tu apportes à ton continent de concret et qui répond à tes paradigmes. C'est toujours important. Mais si tu ne prends pas ça en compte, ce serait un peu difficile. C'est là où ce serait difficile. Maintenant, comment nous devons concevoir, d'accord, notre façon de voir, tout en réfléchissant, en puisant les sources de notre réflexion sur la civilisation d'autrui. C'est pas possible. C'est pas du tout possible. Ce qui me pose problème, Oui. c'est comment cela mène à une ignorance de tes potentialités. Alors, il va falloir qu'on Parce essaie de qu'on lire a vu quelques... des Africains, J'ai compris, même si, j'ai compris votre même si question. J'ai ils compris se sont votre pas, question. ils se sont pas, comment dire, se sont pas ressourcés Oui. à travers leur culture, Oui. mais ils sont arrivés à devenir de très grands scientifiques, de très grands philosophes, de très grands littéraires à travers le monde. Cite-moi quelqu'un. Je peux vous citer beaucoup de gens. Non, une seule personne de temps pour moi. Il y a le Sénégalais qui travaille à la NASA. Comment il s'appelle? Bon, Kairé, oui. Oui. On peut dire que c'est un grand quelqu'un à travers cette science qui se fait aux États-Unis, en fait. Oui. Donc, je peux dire que scientifiquement parlant, nous avons des intellectuels. Il y a Amadou Mahtar Mbow qui est décédé hier, qui a dirigé l'UNESCO. Donc, on ne peut pas dire que c'est pas parce qu'ils ne connaissent pas leur histoire qu'ils ne peuvent pas réaliser de grandes choses. C'est pour cela que je vous demande cette assertion. J'ai compris votre question encore une fois. Et vous me permettez. Vous avez cité Kairé. Bon, je pense que c'est Kairé, celui qui... Oui, c'est Kairé, oui, c'est ça. Et le professeur Amadou Mahtar Mbow. Et je profite même de l'occasion, d'accord, pour présenter mes condoléances à sa famille et tout l'entourage qui a eu à travailler avec lui, d'accord. Et ne serait-ce que sa mémoire ne repose pas en paix. Je pèse bien mes mots. On a l'habitude de dire pour quelqu'un qui nous quitte ce bas monde, qu'il repose en paix. Mais il y a la notion de réincarnation que le professeur Cheikh Anta Diop nous a appris depuis des années et des années, mais on ne l'a pas compris. Il va falloir qu'on comprenne qu'il y a la réincarnation qui est très importante. Ce point, je ne vais pas essayer de développer là-dessus trop longtemps. Comprenez une chose, on ne peut pas être, d'accord, on ne peut pas être un Africain, on ne peut pas avoir une identité qui est authentique en lui. Des connaissances, par exemple, endémiques, et vouloir maintenant adopter d'autres connaissances qu'on ne rapporte pas, qu'on n'essaie pas de faire l'harmonie avec ce qu'on connaît, et vouloir prétendre être meilleur sur son domaine. Ce n'est pas possible. Vous avez cité le professeur. Effectivement, il a le titre de professeur, mais il va falloir qu'on mette un point là-dessus. Que ce soit Kairé. J'attendais justement que vous me parlez du professeur Cheikh Anta Diop. Mais bien sûr. Professeur Cheikh Anta Diop, il va falloir que vous compreniez. Ouais. Il ne peut pas savoir. Il ne peut pas savoir tout ce qu'il a, en fait, tout ce qu'il nous a donné comme connaissance, et prétendre être un musulman derrière. Ce n'est pas possible. Et prétendre adopter une autre culture qui ne répond pas à une culture authentique qui est l'Afrique. Là, justement, il a démontré. Là-dessus, excusez-moi, Abdoulaye, il va falloir que je termine sur ce point. J'ai une question à vous poser. C'est ce qui nous écoute est important. Il va falloir que je termine sur ce point. Allez-y. Il va falloir que je termine sur ce point. Je m'explique, j'ai bien dit. C'est le professeur Cheikh Anta Diop qui a su démontrer, j'ai bien dit, qui a su démontrer par A ou B les stèles ou bien les artefacts égyptiennes, que ce qu'on appelle le Firda aussi, on en a parlé avant même de commencer, d'accord, que le passage de la vie à la mort, je ne sais pas comment vous le dites, d'accord, dans votre religion, Sirat al-Mustaqim, Sirat al-Mustaqim, que ça a été déjà expliqué par les Égyptiens, dans les stèles égyptiennes, sur les stèles égyptiennes, qu'on appelle les Medunedjer, d'accord, la conception de la balance que vous faites, le poids de tes actes était bien fait. D'accord. En plus de ça, Cheikh Anta Diop a su, d'accord, nous démontrer, j'ai bien dit nous démontrer, que l'histoire de ce qu'on appelle la civilisation arabo-musulmane et occidentale, pour dire judéo-chrétienne, a été puisée dans ce qu'on appelle la connaissance empirique, endémique à l'Égypte. Que ça soit très bien clair. Comment ça se fait que tous les artefacts, les livres qu'on a pu trouver dans la bibliothèque malienne à Tombouctou, si je ne me trompe pas, d'accord, comment ça se fait que tous ces livres, nous n'avons toujours pas accès?
et que le Vatican, en Italie, a tous ces, ces manuels, ces secrets qu'il garde, il va falloir qu'on se pose des questions là-dessus. Et c'est une question qu'on pose sur le plateau. D'accord? Et que ça mérite maintenant une réflexion là-dessus. Voilà maintenant la logique sur laquelle nous travaillons. C'est pourquoi sur le troisième point, nous revenons sur le projet civilisationnel, bien que je n'ai pas terminé sur le deuxième point concernant la politique. Je parlais justement le modèle de développement, que ce soit politique, économique, les énergies qui sont en rapport avec le capital humain, surtout la jeunesse, nous y mettons un point crucial, et les investissements et l'accessibilité au savoir. Je vais revenir là-dessus, mais oui. J'ai également envie que vous m'expliquiez c'est quoi le terme ou le symbolisme kémite. Oui. Parce que j'ai lu dans votre manuel que vous utilisez ce terme très souvent. Kémite, c'est quoi? Alors, je ne veux pas qu'on sorte vraiment dans le cadre de notre débat aujourd'hui. Parce que ceux qui nous suivent, ils ont besoin de comprendre. Oui. Parce que vous régnez la religion de l'islam et de la Bible. Et vous préconisez un symbole qui s'appelle le kémite. Expliquez-nous, c'est quoi? J'allais y revenir. Pourquoi je dis ça va sortir un peu dans le cadre de notre débat, c'est parce que le temps qui nous a compté. D'accord. Parce que quand je dois maintenant expliquer le kémitisme, nous allons devoir rentrer dans le fond. Brièvement, je comprends parfaitement. Il va falloir maintenant qu'on essaie de faire ce qu'on appelle décortiquer le mot, c'est-à-dire décortiquer le mot kémite, son authenticité sur le plan étymologique. C'est une religion ou c'est quoi? C'est pas une religion. D'accord. Le kémitisme, en fait, c'est une idéologie, on dit-on. Mais d'accord, mais nous ne le voyons pas sur cet aspect d'idéologie. C'est comme si quand je dis Sénégal, le Sénégal, ce n'est pas une idéologie, mais c'est plutôt kémite, pour dire un Africain. C'est en fonction, c'est-à-dire dans la chronologie. Kémite veut dire noir alors? Un noir. Parce que moi, j'entends le qui terme, est dans le continent. J'ai lu Jean de Diop. Oui. Il nous explique kémite. Oui, vous voyez. C'est-à-dire kémite, c'est quelque chose qui s'est brûlé jusqu'à atteindre la couleur noire. Vous comprenez parfaitement, Abdoulaye. Alors, comme je viens de le dire, d'accord, non pas kémitisme dans le sens d'une idéologie, d'accord, d'une conception idéologique et autre, mais kémite, comme vous venez de le dire, comme kam, c'est au fur et à mesure que en fait, la nomenclature, c'est-à-dire le mot change en fonction des prononciations, qui est tout à fait important. D'accord? Il va falloir maintenant qu'on mette la pointe dessus, parce qu'il y a certaines ressemblances entre les langues. Au Bénin, en Afrique, ici au Sénégal, je veux dire, que ce soit dans les communautés particulières, par exemple, le Manjak, quand il parle avec le Mankan, il y a certains points que les Djola ont avec les Mankan, d'accord, pour ne pas rentrer dans la question de fond, les Peuls et les Toucouleurs, c'est quoi cette différenciation de ces deux communautés? Ce n'est pas deux communautés, c'est une communauté. Et pourquoi cette différenciation avec des milliers de communautés que nous avons en Afrique, alors que nous sommes issus d'un même enceinte? D'accord? C'est là où on parle de retourner à la source. Maintenant, les questions de fond doivent se poser. Vous avez soulevé la question de l'écriture, mais l'écriture ne cause pas de problème. Moi, je sais que je suis mancane. L'une des langues les meilleures au monde. Il y a une tradition orale. Il y a une tradition orale. Donc, reste maintenant avec des experts en linguistique pour écrire pour en fait donner sens à cette langue avec les écritures. D'accord? Le codifier et autres. La codifier autant pour moi, la langue. D'accord? Maintenant, sauf que ce n'est pas la langue, par exemple, manquant qui est important, Peul, Olof ou bien le Baoulé là-bas, le Yoruba. Voyons là les points communs. Les points communs sur lesquels nous devons travailler pour pouvoir maintenant mettre en place une écriture qui est africaine. Mais comme on n'a pas assez de temps, je vais vous poser une question pour savoir. Parce que ne pensez-vous pas que nous sommes dans un monde d'ouverture et de partage qui a atteint un point de non-retour? D'accord. Qui a atteint le point de non-retour. Dont la seule option, c'est de s'adapter. Abdourahmane, Abdourahmane, je vais essayer de reprendre textuellement ce que vous venez de dire. Abdourahmane, vous venez de me poser la question à savoir
Nous sommes dans un monde où il y a ce qu'on appelle le rendez-vous du donner et du recevoir. Et que nous avons atteint un point où il n'y a pas de retour. Ouais. Mais vous vous trompez, mon cher. Ah bon? Oui. Il va falloir qu'on comprenne une chose. Dans ce qu'on appelle le rendez-vous du donner et du recevoir, seul l'Africain vient avec des casquettes différentes, tout en prétendant être africain. L'Africain, il est arabe, musulman. L'Africain, il veut être juif. L'Africain, il veut être catholique ou chrétien. Ce qui est tout à fait impossible. Un arabe, il est arabe. Un juif, il est juif. Un occident, il est occident. Il respecte sa culture. Il respecte ce qu'on appelle ses paradigmes culturels, ses paradigmes sociaux, ses paradigmes politiques et économiques. Et pourquoi vous voulez que dans ce rendez-vous du donner et du recevoir, avec le projet FDNP, le manuel d'orientation sur lequel nous sommes en train de travailler depuis 2017, que vous voulez qu'on parte à l'estrade, une fois à l'estrade des Nations Unies, et qu'on se permet de parler une langue qui nous n'est pas familière, à savoir la langue française, la langue portugaise, la langue allemande, ou bien je ne sais quelle langue dans ce monde, pour nous prétendre être ce que nous sommes. Ce n'est pas possible. Donc, encore une fois, pour vous répondre de façon beaucoup plus court et concis, un Africain doit porter sa casquette africaine, d'accord, pour mieux maintenant imposer dans le monde. Ma dernière question sera Oui. en rapport avec la jeunesse, parce qu'actuellement, nous vivons d'énormes difficultés. Oui. Avec le taux de chômage qui augmente, l'immigration clandestine qui ne cesse de donner son lot de morts, Oui. Avec un nouveau régime qui nous parle de changement. Oui. Vous, les FDNP, est-ce que vous proposez une solution urgente ou une solution dans le long terme pour sortir, pas l'Afrique, mais d'abord le Sénégal, Oui. de ces difficultés? Merci. Abdourahmane, il va falloir que vous compreniez une chose. Un travail ne se fait pas dans le court terme. Si ça fait dans le court terme, il y aura des répercussions sur le long terme. Nous sommes dans ce qu'on appelle les objectifs de développement durable qui font dans le long terme. La jeunesse, c'est une entité qui est progressiste. D'accord? Plus qu'on est jeune, plus qu'on est appelé justement à fonder une famille après. D'accord? Pour répondre à cette question, il va falloir que je mette un point là-dessus. Vous parlez de répondre à la problématique de la jeunesse au Sénégal. D'abord, avant de voir l'Afrique dans sa globalité. Mais cette démarche, nous ne l'adoptons pas. Pourquoi? Le projet FDNP n'adopte pas une démarche où nous prenons le Sénégal, c'est-à-dire la jeunesse sénégalaise dans sa particularité. Il y a des questions qui ont été posées sur les différents plateaux, pour ne pas citer de noms. Vous allez me comprendre. Il y a des étrangers, dit-on, qui sont ici au Sénégal. Mais il n'y a pas d'étrangers ici au Sénégal. Tout en indexant un homme noir, un jeune noir, il n'y a pas d'étrangers noirs ici au Sénégal. Il y a plutôt des étrangers qui ne répondent pas à nos valeurs et qui sont ici au Sénégal. Et on n'en parle pas. La question justement de l'occupation des terres par les militaires étrangers, qu'est-ce que ça fait ici au Sénégal? Comment ça se fait que des bases militaires françaises occupent toujours un pays qui se dit souverain? Vous répondez à la question? Non, vous n'allez pas répondre. Je vais trouver une réponse beaucoup plus. Vous savez, la réponse immédiate, c'est quoi? Dehors. Sans délai. J'ai bien dit dehors sans délai. Les rapports diplomatiques, c'est comme ça. Nous, on peut gérer. Parce que j'ai parlé de la question sécurité et paix sur le chapitre 1 concernant le leadership, sur le point du leadership. Il va falloir maintenant que nous prenions en compte cet aspect. D'accord? Qu'est-ce que les bases militaires françaises cherchent ici au Sénégal? La question des G5 Sahel, qui a bouleversé maintenant l'échiquier politique de la CEDEAO avec le Sahel. Voilà ces questions de fond qu'on doit toucher. Parce que quoi? L'occupation française, c'est-à-dire des militants français, qu'on le dit. Il va falloir qu'on soit limpide là-dessus. C'est eux qui ont créé le désordre dans le Sahel. C'est pourquoi ces trois
pays, ces 3 nations-États ont su prendre leurs dispositions pour la création de la Confédération sahélienne, à savoir le Mali, le Niger et le Burkina Faso. D'accord? Qu'on se comprenne là-dessus. Maintenant, pour revenir dans le fond, sur la question de la jeunesse, comment on va devoir régler ça? Mais nous essayons de le régler sur le modèle de développement politique d'abord. Quel modèle de développement devons-nous adopter, d'accord, pour la réussite de ce programme? C'est d'où ce que j'ai pu écrire. En fait, nous sommes en train de travailler, je n'ai pas pu amener le document, mais ce sont des points sur lesquels nous sommes en train de travailler. Il y a ce qu'on appelle la législation. Parce que rappelons-nous, dans un État qui se dit souverain, responsable, souverain, engagé pour la réussite de ces programmes, d'accord, il y a 3 grands aspects, l'exécutif, le législatif et le judiciaire, mais sauf que sur le législatif, sur la législation qu'on doit maintenant devoir travailler. D'où les échanges. Justement, on va vers des élections législatives. Oui. Vous avez un mouvement. Oui. Actuellement, nous voyons les coalitions, les alliances qui naissent un peu partout. Est-ce que vous comptez participer à ces élections à travers une coalition ou vous voulez aller de vous-même? Le temps nous est compté, là-dessus nous sommes en train de travailler. Je ne saurais pas vous dire exactement si nous avons pris l'engagement de le faire. Mais sauf que toujours le temps nous est compté. Si on devait le faire, je devais maintenant porter ma candidature d'ici, à savoir sur ce plateau avec vous, sur Évidence TV. Là-dessus, il va falloir qu'on interpelle, d'accord, l'attention de tous les Sénégalais qui vont devoir maintenant, au soir du 17 novembre, voter pour la députation, c'est-à-dire pour les députés. C'est important de voir maintenant quels projets ils vont devoir maintenant présenter. Nous avons parlé de régime en place qui veut un changement systémique. Et là, je vous ai dit que nous n'avons pas besoin de changement systémique, d'une révolution des paradigmes qu'il faut comprendre. Parce que quand on change un système, on le change sur place. Mais les paradigmes, c'est sur le plan international. Vous prônez à une révolution culturelle, en fait. Pas plutôt culturelle, et c'est limité là. La question politique, sociale, économique, il est toujours là. Et la question... Tout est question de culture. Oui, tout est question de culture. On te dit que la culture est le fait de l'homme. Ce n'est pas aider à la limitation de la réflexion, peut-être pour ceux qui nous écoutent, pour que ce soit précis et clair là-dessus. Quand on parle de culture, tout y est. D'accord. Il va avoir une culture politique, culture économique, culture sociale et culture culturelle même. D'accord. Vous voyez un peu la chose. Mais maintenant, ces projets, c'est quoi? Parce que là, nous sommes en train de réfléchir là-dessus. Peut-être que c'est dans une logique d'exclusivité que je vais devoir vous le dire. Mais je vais partir sur un point sur lequel nous sommes en train de travailler là-dessus. Peut-être ces législations, d'accord, nous ont un peu pris de court. Mais nous sommes en train de travailler sur 7 points. Mais d'abord, je vous offre un point qui est crucial là-dessus. Le premier projet sur lequel nous voulons travailler, à savoir la proposition de loi, une fois à l'Assemblée, d'accord, c'est le projet de normalisation des langues nationales. Et quand je parle de langue nationale, ce n'est pas de langue nationale Wolof, Serer, Mankagne et autres ici en Afrique. Mais on va essayer de fédérer dans les 54. C'est toujours dans la logique avec le projet FDNP, avec le manuel d'orientation, que ce soit encore clair. D'accord? Ce n'est pas un projet qui serait facile, c'est-à-dire une proposition qui serait facile. Mais quand même, il va falloir qu'on prenne en compte. On ne peut pas être un État, une nation souveraine, qui se dit, j'ai bien dit souverain, qui a ses propres engagements, qui a sa propre vision, sa façon de voir les choses, et vouloir adopter une langue étrangère dans ce qu'on appelle la Constitution du Sénégal. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, encore une fois. Donc, l'extradition, tel un cancer, d'accord, de la langue française sur la Constitution du Sénégal est un impératif. Est un impératif non pas pour Georges Nadouka Malo, qui défend justement cette position, mais pour tous ceux soucieux justement de l'avenir de l'Afrique dans sa globalité, du Sénégal dans sa particularité. Répondez-moi par oui ou par non. Par oui ou par non, on va voir. Allez-vous participer à ces prochaines élections législatives? Là, je ne saurais pas vous le dire. Nous sommes en train de travailler sur le terrain pour la collaboration. D'accord, mais merci M. Georges Malo. C'est moi qui vous remercie, M. Abdourahmane. Ravi de vous avoir reçu à travers mon émission PDS. Oui. Ce que vous nous expliquez demande trop de temps. Oui. J'espère qu'on va vous inviter une autre fois. Espérons qu'on aura une seconde fois pour plus développer sur ce sujet. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un sujet vraiment pertinent et très important. Parce que vous parlez de culture africaine, vous parlez de croire en soi. Et ça, c'est très important.
Alors, j'espère que nous allons en débattre dans d'autres plateaux. Encore une fois, ce serait un plaisir de répondre encore une Et fois. merci à vous, nos chers internautes qui nous suivent à travers la chaîne Evi TV, à travers notre émission P2S. Nous vous donnons rendez-vous pour une autre fois, pour un autre invité dans notre émission Point sur un sujet saillant. Merci.